Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison du régime des actifs, la saison 4. Et une saison 4 qui commence pour la deuxième fois parce que j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Comment vas-tu mon cher Maurice ? Eh bien, mon cher Robert, pour la deuxième fois, je vais très bien. Et pour la deuxième fois, je te repose la même question. Quelle est la différence entre un krach boursier et un divorce ? Alors ça, je ne saurais dire, mais à mon avis, le divorce doit être un peu plus douloureux que le krach. Au contraire, cher ami, car dans les deux cas, tu perds la moitié de ton argent, mais au moins avec le divorce, tu te débarrasses de ta bonne femme. Très bien, à tous nos actifs, on ne vous souhaite pas forcément le divorce. On vous souhaite d'avoir des liquidités en cas de krach pour pouvoir acheter deux fois plus d'actions, acheter le marché. Mais d'ailleurs, je me demande, est-ce qu'en cas de divorce, on peut réinvestir dans sa femme pour avoir 2 fois plus de femmes lorsque la situation devient plus favorable? Tu veux dire une martingale matrimoniale? Une martingale matrimoniale, exactement. Tu le découvriras très bientôt, je pense. Enfin non, je te le souhaite pas, mais... Je salue ma femme qui m'écoute. Eh bien, mon cher Maurice, pour cette nouvelle année, moi je voulais te proposer une nouvelle rubrique, une rubrique exceptionnelle et très putassière, qui serait une rubrique de revue de portefeuille. Ah, très bien. Et de quel portefeuille, enfin, qui est le propriétaire du portefeuille que tu souhaites analyser? Alors moi je te propose d'analyser le portefeuille de Charles Gave de l'Institut des Libertés. Gave. Tu connais Charles Gave? Bien sûr que je connais ce brave Gave. Il me fait beaucoup rire d'ailleurs. Quand il se retrouve au fond de son fauteuil avec sa fille qui lance une émission, qui lance toute la discussion et qui lui pose une question et qui prend une grande inspiration. Oh, quoi de ça? Il se touche la panse. Comme disait Milton Friedman. Voilà, c'est comme donner les clés de la cave à un caviste alcoolique. Bref, on l'aime beaucoup et on le salue. Et on l'embrasse. On le salue si un jour il voudrait venir faire la rubrique du jeune actif du jour avec nous, le jeune retraité du jour. Mais sache qu'il est encore actif. Hein. Je sais pas quel âge il a 80 ans ou peut-être un peu plus. Et il est encore en train de travailler, il fait de la recherche fondamentale en finance pour son fils. Son fils qui, j'imagine, a repris les rênes de son fonds, études. Alors je crois que c'est encore plus drôle que ça, c'est que son fils a lancé une boîte il y a peut-être 15 ou 20 ans et il a embauché son père. Comme ça, son père a pu payer ses propres cotisations et non pas l'inverse. Et donc Charles Gave, qui est assez connu parce que c'est un économiste et un financier. Financier pourquoi? Parce que il a géré des portefeuilles obligataires, parce qu'il a fait de la recherche sur les liens entre les taux d'intérêt, les obligations, la monnaie, les dévaluations, etc. Et c'est quelqu'un qui aussi fait une forme d'éducation financière pour des gens qui s'y connaissent vraiment pas. Plus particulièrement dans les milieux qui sont plutôt classés à droite. Et dans le cadre de l'éducation financière qu'il mène, il y a 2 aspects. Il y a des vidéos ou des articles où il va parler d'économie, et il y a aussi, il a aussi créé un portefeuille virtuel qu'il gère pour montrer que ça peut être rentable d'investir en développant une certaine philosophie d'investissement. Alors, est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de ce fameux portefeuille de Charles Gave? Portefeuille antifragile, n'est-ce pas? C'est un portefeuille, oui, qui se veut... Enfin, c'est ainsi qu'il l'intitule. Qui se veut antifragile. De ce que j'ai compris, c'est en 2020 qu'il a créé ce portefeuille, et ça fait 4 ans donc qu'il nous fait suivre l'évolution de ce dernier, avec des recalibrages, des positions qui évoluent avec le temps. Et récemment, ça a beaucoup évolué. Oui. Je sais pas si tu avais vu les derniers changements, on aura le temps d'en parler. Alors oui, on pourra les évoquer, mais ça sera pas forcément les parties sur lesquelles on va passer le plus de temps. Alors, ce fameux portefeuille, c'est un portefeuille qui se veut
diversifié et qui veut limiter le risque. C'est un portefeuille assez conservateur. Et alors c'est un portefeuille qui est composé pour moitié d'actions, pour un quart d'or et pour un autre quart d'obligations d'État chinoises. Ah, ce n'est pas les... Oui, du coup, c'est l'ancienne version. C'est l'ancienne version, donc version qui a légèrement changé en ajoutant dans la partie défensive des obligations japonaises à la place des obligations chinoises. Mais nous, on va pas forcément s'intéresser à... T'es sûr que c'est des obligations? C'est pas du yen? Oui, mais tu mets jamais du yen tel quel. Tu mets quand tu dis que tu mets du cash, c'est qu'en fait tu mets des obligations court terme. Obligations à 1 an ou à 3 mois. Je pensais qu'il avait simplement gardé du cash en yen dans l'espoir que le taux remonte et que ça soit plus favorable au change. Bien, il a fait un petit changement où il a remplacé ses obligations chinoises qu'il jugeait moins attractives que des obligations japonaises. Alors, petite remarque sur le portefeuille. Donc c'est un portefeuille, comme je vous ai dit, une pondération, on a 50% d'actions et on a une poche défensive qui est composée pour moitié d'or et pour moitié d'obligations. L'avantage, c'est que c'est assez simple à comprendre comme fonctionnement. Chaque mois, le portefeuille est rééquilibré, c'est-à-dire que si, mettons, la poche d'action a pris 2 ou 3% de plus dans la pondération, on vend ces 2 ou 3% de plus pour acheter la partie défensive. Et ce que je trouve pas mal, c'est que c'est un portefeuille qui, disons, contient des éléments qui feront plaisir à Jean Conspi qui n'a pas l'habitude d'investir, parce que quand tu lui dis tiens, voici un portefeuille qui performe dans lequel il y a de l'or, et fatalement il se dit fin du monde, tiens, ça a l'air de bien marcher. Ouais, après le Jean Conspi, justement, tout l'intérêt de la position en or, c'est un peu la critique qu'on peut faire aux ETF or, c'est le fait que ça perde l'utilité primaire de traverser les frontières en cas de guerre et d'échanger quelques louis d'or contre le gîte et le couvert. Ah oui, là clairement on est dans un portefeuille qui vise à préserver la valeur du capital et pas forcément à avoir du cash que tu peux vendre en soud à ton tailleur ou à ton épicier du coin. Après ce portefeuille, donc il a eu une performance qui est plutôt bonne. Sur les 4 ans, il a eu une performance légèrement inférieure à un ETF monde, mais c'est plutôt pas mal. Il est en dessous de 2 ou 3%, ce qui est quand même assez honorable. Après, c'est un portefeuille quand même qui est assez compliqué, dans le sens où aller voir un particulier, lui demander d'avoir à la fois de l'or, des obligations chinoises, quelles obligations, où les trouver, etc. C'est quoi une obligation d'État versus une obligation d'entreprise, quel courtier utiliser, quel broker, voilà, tout ça c'est assez compliqué. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se concentrer sur la partie action, en gardant en tête aussi que Charles Le Gave, quand il gère son portefeuille, c'est une gestion fictive, donc on ne sait pas quelle performance il aurait eu réellement s'il avait lui-même acheté les actions et s'il avait fait son recalibrage tous les mois. Sachant que si vous essayez comme ça de vendre vos positions qui ont trop monté chaque mois pour acheter celles qui ont plus baissé, vous allez bouffer plein de frais de transaction. Alors la partie action de son... Ouais. Attends, du coup, tu oublies de préciser des éléments généralistes du portefeuille, parce qu'il y a principalement oui, dans la partie action, il y a principalement des sociétés françaises. Ah, mais j'y venais, mon cher Maurice. Ah, t'y venais. Alors, comme je vous disais, on va plutôt se concentrer sur la partie action du portefeuille. Pourquoi? Parce que nous, on s'intéresse plutôt à l'investissement dans les entreprises, bien qu'on n'exclue pas le reste des investissements. Et parce que de manière générale, les actions c'est ce qui performe, et nous on n'est pas des papis à vouloir acheter des pauvres lingots d'or et des petites obligations pour et de l'immobilier. L'immobilier encore ça peut être intéressant, mais l'immobilier ça s'achète ça s'achète dans la vie active, ça s'achète pas trop quand on est vieux. Ça se loue quand on est vieux à prix d'or à des pauvres étudiants. Oui, c'est ça. Et donc ce portefeuille,
cette partie action du portefeuille, elle est composée de 10 entreprises françaises du CAC 40. Alors comment ces actions ont été choisies? Eh bien, elles ont été choisies en sélectionnant des entreprises dont le chiffre d'affaires est plutôt bien réparti géographiquement, et ce sont des entreprises pour lesquelles l'État français n'est pas au conseil d'administration. Avec cette philosophie que l'État français aux commandes d'une entreprise, ça donne toujours des catastrophes. Ça nous donne Areva, ça nous donne EDF, etc. Effectivement, bien réparti géographiquement et surtout à 90%, le chiffre d'affaires de ces entreprises est réalisé hors de France. Donc en quelque sorte, elles n'ont de français que le nom. Très bien. Eh bien, je te propose qu'on passe en détail rapidement, bien sûr, hein, chacune de ces entreprises. On va commencer sans plus attendre par la première position. Donc Accor. Accor, est-ce que tu connais cette entreprise? Accor, c'est un groupe international d'hôtellerie. Je n'étais pas du tout allé dans le détail de chaque entreprise. Si tu veux, moi j'avais plutôt eu une vision globale du portefeuille en dissociant le bon grain de livret, si je puis dire, parce que tu as d'excellentes sociétés d'un côté. Il y a un côté du portefeuille, c'est d'excellentes entreprises qui ont de fortes croissances et d'autres entreprises qui sont beaucoup plus conservatrices, j'ai envie de dire, avec des business models qui sont plutôt périlleux. Si on commence par Accor, tu nous feras, je compte sur toi pour nous faire l'analyse des fondamentaux, mais d'un point de vue purement du business model, ce sont des hôtels. Mm-hmm. Le réflexe que j'ai réflexe d'instinct primaire serait de ne pas mettre un centime sur ça. Parce que des hôtels, bon, en termes de croissance, c'est limité. Tu vis de rente, t'as des coûts fixes incompressibles, puis surtout l'immobilier en général, d'autant plus dans l'hôtellerie, c'est un milieu extrêmement difficile qui varie qui fluctue énormément. Donc vraiment une boîte assez risquée, je trouve. Ouais, alors moi je connais pas trop Accor. J'ai pour préparer l'épisode regardé un peu l'historique. Et ils ont pris vraiment cher pendant le Covid, hein. Comme tu disais, les coûts fixes, ça les a vraiment handicapés. Et après, c'est un groupe qui est assez bien réparti géographiquement et qui a été capable par le passé de se débarrasser d'actifs qui n'étaient pas rentables. Je sais plus si c'est en 2016 ou ouais, ça devait être en 2016 qu'ils se sont débarrassés d'une partie du groupe. Et sinon, ils ont une croissance qui est quand même assez faible et assez irrégulière. Ouais. Oui, plutôt que dire que telle entreprise est nulle ou pas, je pense juste qu'on peut passer en détail les entreprises et dire ce qu'on en pense en général. La deuxième, par exemple, c'est Air Liquide. Est-ce que tu connais Air Liquide, par exemple? C'est une boîte qui est apparemment la boîte préférée des Français qui investissent, qui est dans la plupart des portefeuilles. Est-ce que toi, c'est une boîte qui te parle, que tu as en portefeuille? Oui, Air Liquide compose mon portefeuille, enfin une grosse ligne de mon portefeuille, et c'est l'entreprise mystère en quelque sorte, parce que on sait pas trop bien ce qu'ils font concrètement. On voit que le prix monte. Donc ils sont spécialisés dans, voilà, c'est tout ce qui compte. On voit qu'ils ont de très bons résultats lors des bilans, que l'action monte. Et je crois qu'ils sont implantés, si je dis pas de bêtises, ils sont implantés du côté de Grenoble. Bon voilà, ils font de l'énergie, du gaz. Ouais, du gaz par exemple qui est utilisé dans les hôpitaux. Oui, Air Liquide qui est une société qui a plus de 100 ans si je me trompe pas. Donc vraiment une boîte à l'ancienne de papa. Sans plus attendre, passons sur la troisième boîte, Schneider Electric. Donc Schneider, je sais pas si tu connais, mais eux, c'est une boîte industrielle qui fait de l'outillage électronique, mais qui fait pas que ça, qui fait des prises électriques, de la domotique, qui s'adresse à la fois aux particuliers comme aux professionnels. C'est une boîte que j'ai eu un temps en portefeuille, mais que j'ai vendue pour renforcer Euronext et Pernod Ricard, qui fait aussi partie du portefeuille. Oui, qui fait également partie, oui. Alors Pernod Ricard, on en a suffisamment parlé, donc c'est pas forcément obligé qu'on en reparle. Sinon, il y a LVMH. Ouais, on souhaite que le cours remonte, c'est tout. C'est tout. Alors LVMH. LVMH, pareil, on l'a vu en large, en long et en travers.
entreprise phénoménale qui a tout le temps des revenus qui augmentent, des bénéfices nets qui augmentent, mais aussi des revenus des retours sur capitaux qui augmentent également. Ouais. Très belle boîte, très diversifiée, qui fait à la fois du luxe et qui de la consommation de base, des spiritueux. Et qui rentre donc dans la partie qualitative de ce portefeuille. À côté de ça, on a L'Oréal. Donc L'Oréal, c'est pas exactement comme LVMH. Pareil. C'est souvent qualifié à tort de luxe, mais eux, ils font principalement des produits de beauté premium entre guillemets. Sachant qu'ils ont aussi des produits chers. Ils sont accessibles à madame tout le monde peut accéder aux produits de L'Oréal, mais en termes enfin, la boîte est tout aussi agressive que LVMH, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'ils ont des marges très élevées et une croissance très forte. C'est un peu le leader de la beauté en général. Et ils traitent aussi avec des professionnels. Comme LVMH, ils sont très exposés à l'Asie et ils fonctionnent beaucoup par rachat. Vraiment, très très belle boîte. Après ça, on a Capgemini. Alors Capgemini, on en avait parlé il y a longtemps, souviens-toi, dans l'épisode sur le premier épisode du Doigt mouillé sur le conseil. Et ben donc c'est notre deuxième épisode, non? Le deuxième épisode, ouais. Le premier, enfin, le premier, c'est pas vraiment le premier, c'est juste bonjour, je disais le premier Doigt mouillé. Oui, et ben c'est ça, non? On l'avait pas fait dans le tout premier épisode, c'est bonjour, bienvenue sur Oui, donc c'était le deuxième épisode. Ouais. Voilà, donc c'est le deuxième. Ouais. Et donc Capgemini, qui est sans doute, qui est peut-être avec Soprasteria et Alten, devant Soprasteria et Alten, ça doit être le premier employeur d'ingénieurs sortis d'école en France. C'est-à-dire que leur spécialité, c'est prendre tous les ingénieurs qui sortent d'école et qui savent pas trop où aller, les payer des cacahuètes et rendre beaucoup de valeur à leurs actionnaires. Très bien. Après ça, on a Sodexo. Alors Sodexo, est-ce que ça te parle? Alors oui, Sodexo, c'est tout ce qui est alimentation j'allais dire de bétail, mais enfin de salariés. C'est la nourriture dans les écoles, dans les prisons, dans les administrations, dans les restaurants d'entreprise. Voilà, ils fournissent du poison. Ils fournissent du poison. Alors, est-ce qu'ils possèdent est-ce qu'ils n'ont pas la sous-marque Sodebo ou une connerie comme ça? Peut-être. C'est possible. Alors, bon, en tout cas, pareil. Ouais. Alors moi, ça c'est une des boîtes du portefeuille que je mets au même niveau qu'Accor, c'est-à-dire dans la poubelle, parce que même réflexion, enfin business model trop risqué à mon goût. Donc pour résumer, en fait, ils vendent des plats tout faits qui sont juste à réchauffer et qu'on peut trouver dans les cantines notamment. C'est Tricatel. Tricatel. Tu as la référence? Non, pas du tout. Ça doit être les inconnus. T'as déjà lu? Non, c'est dans l'aile ou la cuisse. À gauche sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger, Tricatel. Ah, je l'ai pas vu depuis longtemps celui-là. Ah, d'accord. Bon, tu as quand même vu, mais c'est l'industriel qui vend de la malbouffe. Ah oui, l'espèce de bouffe faite en plastique. Oui, c'est ça. On va se prendre un procès en diffamation en comparant Tricatel. D'ailleurs, c'est pas Sodexo, je confonds peut-être avec une autre boîte, mais Sodexo qui récemment s'est séparé en deux. C'est-à-dire qu'ils ont introduit une de leurs filiales en bourse. Ils ont fait un spin-off. Sinon, à part ça, Total Energy, producteur de pétrole, qui met des moulins à vent un peu partout. Total Energy, donc qui a des énormes et juteux super profits, des super dividendes que nous aimons tous. Alors, Total Energy, est-ce que ça te parle? Bien sûr, Total Energy, c'est un peu c'est le blason du régime des actifs en quelque sorte. Et bon, il y a certes des super profits, mais on reste tout de même sur une entreprise de bon père de famille.
parce que tu as moins de comment dirais-je, c'est moins aléatoire que un LVMH ou un L'Oréal. Il y a de la croissance, mais elle est plus stable et un peu plus faible. Mais tout de même. Alors moi, je serais un peu moins d'accord sur le point de la croissance, parce que Total Energy, hein, voilà, c'est dans le pétrole, et donc c'est assez cyclique, et donc la croissance est beaucoup moins linéaire. Nonobstant, c'est une boîte qui est très bien gérée, et pour une pétrolière, effectivement, elle est assez prévisible. Et après, on passe sur Danone. Alors Danone, est-ce que ça te parle? Alors Danone, j'en avais acheté vraiment au doigt mouillé il y a de ça un an. Et pour l'instant, je m'en plains pas, mais je pense que tôt ou tard, je vais la virer de mon portefeuille parce que c'est vrai qu'en préparant l'épisode, j'ai vu qu'il y avait quand même des petits problèmes. Mais bon, Danone, oui, tout le monde, c'est de l'alimentaire, tout le monde a déjà mangé un yaourt Danone. C'est pas eux qui font les Actimel? Si, ils font, ouais, ils font du laitier, ils font plein de choses. Alors après, moi, en voulant la remplacer, je m'étais renseigné sur Nestlé. Nestlé qui, contrairement à Danone, est suisse. Danone est française. Mais Nestlé, c'était encore plus risqué parce que eux, malheureusement, ils pâtissent de problèmes d'image qui sont assez durs à résorber, notamment des scandales liés à l'eau, à des forages, ce genre de choses, des magouilles également parce que apparemment, ils ont trafiqué la pureté de leur bouteille d'eau en mettant de l'eau du robinet et en le vendant comme de l'eau de source. Si c'est l'eau du robinet de Paris, ça va, hein. Elle est assez quali. Mais Danone, d'ailleurs, bon, alors moi je connais pas trop leur réputation. En tout cas, ce que je peux dire, si je regarde juste les comptes de résultats, etc., c'est que c'est une boîte qui est un peu comme Sodexo, a des marges qui sont assez faibles, hein. Bah, c'est comme ça l'alimentaire, hein, 3% de marge nette, et qui a une rentabilité qui est quand même pas très élevée, donc une rentabilité sur les actifs qui est de l'ordre de 2%, et sur les capitaux propres qui est à 6%, et bah, une boîte qui a quand même une rentabilité qui a vraiment décru ces dernières années, c'est-à-dire que à mesure que leur chiffre d'affaires montait, la rentabilité des actifs baissait, ce qui est pas vraiment bon signe, c'est-à-dire que créer une nouvelle usine, ben, ça vous rapporte moins d'argent, relativement. Mais eux, ils ont eu de gros problèmes d'usine, de ce que j'ai pu comprendre en faisant mes petites recherches. Parce que effectivement, voilà, cet actif se déprécie très rapidement et c'est très coûteux à entretenir. Et c'est pas forcément en augmentant le chiffre d'affaires que, les coûts suivent l'augmentation du chiffre d'affaires. Ouais, et même ils ont l'air de monter plus vite que le chiffre d'affaires. Et donc en fait, ce portefeuille au global, il est quand même assez diversifié, hein. On a de l'hôtellerie, on a des matériaux de base, de l'électronique, de la beauté, du luxe, des spiritueux, de la nourriture, etc. Et alors, comment est-ce que ça performe? Alors déjà, comment est-ce qu'il fonctionne le portefeuille? On a le portefeuille est équipondéré, c'est-à-dire que tous les mois, la pondération est recalibrée afin d'avoir 10% de chacune des boîtes. Donc, comme je vous disais, dans une gestion réelle, ça induit des frais de transaction, et c'est pas forcément une bonne idée pour nous de le faire, mais disons que de la friction. Dans le monde fictif, on va l'accepter. Et alors, qu'est-ce que ça donne en termes de performance? Eh bien, en termes de performance, c'est assez propre. C'est-à-dire que le portefeuille de Charles Gave a la même performance que l'indice monde. On est sur du 57% pour Charles Gave contre du 58% pour l'indice monde. Donc 1% de différence, c'est assez honorable. On a une volatilité qui est légèrement supérieure pour le portefeuille de Charles Gave. Et on a un rendement du dividende qui est un peu supérieur à 2,55% contre 1,88%. Ce qui est assez positif selon moi, c'est que c'est un portefeuille qui est reproduisible en PEA. Vous savez que nous, on a tous un prisme très franco-français, donc c'est toujours plus simple d'investir en achetant des boîtes françaises.
Oui, oui, je pense que c'est un argument qu'on aurait dû dire en amont, c'est effectivement l'éligibilité des actifs au PEA. Ce qui est pas le cas pour la Mais est-ce partie que cela, défensive, hein. voilà, c'est ce que j'avais demandé. Cela ne vaut pas pour les obligations chinoises, Ni pour l'or. ni pour l'or. Et après, dans le négatif, moi je dirais quand même que c'est un portefeuille qui est assez compliqué à mettre en place et qui fait pas mieux que l'indice monde. Et il y a un autre point qui me gêne un peu dans ce portefeuille, c'est que les seuls critères de la diversification géographique et de l'absence de l'État au conseil d'administration, ça permet pas forcément de choisir des entreprises qui sont incroyables. Et mon cher Maurice, tu disais que des boîtes dans le portefeuille sont pourries. Et moi je trouve que déjà il y a des boîtes pourries, mais que le portefeuille, pour ce qu'il fait, pour la rentabilité qu'il a, il est quand même très risqué. Une façon de mesurer le risque, c'est déjà, par exemple, de regarder le PER, donc le ratio, le ratio entre les prix et le BNA. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple un indice monde, ça a un PER à terme qui est de l'ordre de 18, alors que celui de Charles Gave, il est un peu au-dessus de 19. C'est quand même supérieur, donc il y a un plus fort risque de valorisation. Et sur les bénéfices actuels, on est à 26 pour Charles Gave contre 21 pour l'indice monde. Deuxième point, c'est que c'est bien joli d'avoir des entreprises dont le prix performe, et des entreprises pas forcément très volatiles, mais il n'y a pas que ça dans le risque d'une entreprise, il y a aussi la dette. Et moi, quand je regarde le levier moyen du portefeuille de Charles Gave, on voit quand même que le levier sur EBITDA, il a 2,4. C'est-à-dire que si toutes les entreprises voulaient rembourser l'intégralité de leur dette, il leur faudrait 2,4 ans pour tout rembourser. Je suis d'accord avec ton excellente analyse, cher ami. Et moi, il y a plusieurs choses qui me chiffonnent. Déjà, cette histoire de recalibrage. Parce que tu vas vendre ce qui aura fonctionné pour acheter ce qui aura pas fonctionné, grosso modo. Et dans notre cas de figure, ce que tu vas principalement vendre, c'est les perfs des bonnes boîtes qui composent le portefeuille, donc du LVMH, du L'Oréal, du Total, etc. Et derrière, qu'est-ce que tu vas racheter? Tu vas racheter du Accor, du Sodexo. Donc c'est une espèce de martingale, tant faire l'inverse. Ah oui. Et donc ça. Moi, j'aurais vendu à 100% Sodexo pour tout mettre sur LVMH ou L'Oréal. Hein. Voilà, clairement. Deuxième critique, bon, c'est lié, hein, c'est tout simplement que certaines des entreprises n'ont pas de potentiel de, comment dirais-je, d'effet boule de neige en quelque sorte. Parce que voilà, on l'a dit tout à l'heure, en augmentant leur chiffre d'affaires, elles augmentent aussi leurs coûts de production. Il y en a qui ont des marges très faibles. Bon, ce qui n'est pas le cas d'un LVMH ou d'un L'Oréal, mais il y en a d'autres, les marges, elles tombent je crois, à 2%. 3%, ouais, Danone, Sodexo, hein, tout l'alimentaire. Ouais, c'est très faible. Donc ça, c'est ce genre de choses qui résistent très mal en période de crise. Et d'ailleurs, ce sont des entreprises qui ont tendance à couper leurs dividendes lorsqu'elles sont en difficulté. Je crois que c'est ce qu'avaient fait les trois là pendant la période du Covid. Ce qui peut s'entendre. Alors que oui, mais le portefeuille se vend comme un portefeuille de antifragile, de protection sans trop de risques. Et justement, en période de baisse, il faut que tu aies l'assurance au moins d'un dividende. Ouais, et moi je pense surtout que en fait, si on peut réduire le risque significativement en diminuant le poids de la dette et en prenant des entreprises qui sont plus rentables et qui sont plus profitables, autant le faire, quoi. Pourquoi s'embêter avec un Danone et un Sodexo ou même un Accor alors qu'il y a beaucoup de boîtes françaises qui sont en bien meilleure santé. Et même, j'irais jusqu'à dire, pourquoi se casser la tête à faire un portefeuille qui est simple conceptuellement, mais qui est assez compliqué à gérer dans les faits, et qui a autant de risques, pour avoir
à peine la performance de l'indice monde. L'indice monde est légèrement au-dessus. Autant reprendre le portefeuille et tout remplacer par un petit ETF voilà. Alors, MSCI World. Raconte-nous ton anecdote de la correction que tu as apportée au portefeuille de Monsieur Gav. Alors, en homme très sérieux pour préparer cet épisode, eh bien, j'ai repris les différentes lignes du portefeuille de Charles Gave et j'ai reproduit le portefeuille que j'ai backtesté moi-même, et puis je l'ai comparé face à un indice monde ajusté en euros. Et j'ai été assez surpris parce que Charles Gave me disait mon portefeuille est moins volatile que l'indice monde et il fait mieux. Et en fait, en backtestant, je me suis rendu compte que l'indice monde était moins volatile et qu'il avait une performance qui était supérieure à celle du portefeuille de Charles Gave. Et en fait, en faisant des tests, je me suis rendu compte que Charles Gave avait inversé le taux de change euro-dollar dans le mauvais sens, ce qui faisait que, en fait, au lieu de multiplier par dollar et de diviser par euro, il avait fait l'inverse. Il avait multiplié par euro et divisé par dollar, ce qui faisait une courbe faussée de l'indice monde. Alors je lui ai envoyé un mail pour le prévenir et il m'a très gentiment répondu qu'il avait effectivement fait une erreur. Donc voilà. Est-ce qu'il a corrigé son erreur dans l'article? Alors peut-être pas dans les anciens articles, mais en tout cas il a indiqué en vidéo qu'il avait fait une erreur. Ah, il l'a indiqué en vidéo. Il a indiqué en vidéo. Donc on l'embrasse, Charles Gave. Et voilà. On lui claque une bonne bise et petite correction fraternelle qui a été très bien prise. Notre chapeau. Chapeau très bas. Parfait. Très bien. Alors nous avons fait, oui, je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire sur le côté action, sur le côté défensif, or et obligations chinoises. Bon. Alors moi, avant de passer sur la partie défensive, moi j'aimerais suggérer une nouvelle version de ce portefeuille. Comme on disait, donc ce portefeuille, il a un problème, c'est qu'on a des entreprises qui sont assez risquées. Alors, elles sont peut-être pas risquées si on connaît très bien le dossier. Mais si on connaît pas comment ça fonctionne à corps, on voit le levier, c'est pas facile de tenir la position. Pareil pour Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, on en a beaucoup parlé, on sait qu'ils ont une très belle croissance, etc. Mais quand on connaît pas le dossier, qu'on voit la chute de revenus et qu'on voit que le levier qui est supérieur à 3, il y a de quoi s'inquiéter. Et alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le portefeuille de Charles Gave et j'ai viré les 4 positions les plus endettées, donc Accor, Pernod Ricard, Sodexo et Danone, et je les ai remplacées par un indice monde. Et devine quoi? Quand je supprime ces 4 positions et je les remplace par un indice monde, eh bien, on a le risque de valorisation qui reste sensiblement le même, mais le risque sur la dette qui diminue fortement, c'est-à-dire qu'on passe d'un levier à 2.42 à un levier à 1.48. Pareil sur l'equity, on a des marges moyennes qui sont meilleures, on a une rentabilité moyenne qui est meilleure, et par contre en termes de performance, là où le portefeuille partie action, il faisait 57%, et donc il faisait moins bien qu'un indice monde, et bien une fois qu'il a été modifié pour intégrer l'indice monde, eh bien il fait 83%, et donc il éclate l'indice monde. Donc moi, je suggère aux gens qui aimeraient s'inspirer de Charles Gave de faire de cette technique que j'avais évoquée dans l'épisode sur l'investissement dans la qualité, qui est en fait d'avoir un portefeuille dans lequel on a une forte part dans un indice performant, que ce soit l'indice monde ou le SP500 par exemple, et à côté de ça, d'avoir quelques entreprises de qualité qu'on connaît très bien, et ainsi on s'assure d'avoir une bonne performance et de pas avoir trop d'entreprises à gérer, donc fatalement des dossiers qu'on connaît mal et un risque peut-être plus élevé. C'est le mariage de l'épisode sur les ETF et de l'épisode de Long Equity. Une pincée de stock picking et une part d'ETF. C'est très bien, on aura réussi à intégrer Charles Gave dans ce concept de l'equity et de l'ETF. Et c'est très bien. Alors, ça fait d'ailleurs partie pas des critiques, mais des constats qu'on peut faire vis-à-vis de ce portefeuille.
c'est qu'en réalité, le portefeuille débute en 2020, n'est-ce pas? Bon, vous achetiez n'importe quel actif en 2020, n'importe quel ETF sur un indice quelconque, en 2024, vous auriez eu peu ou prou des résultats semblables, enfin des bonnes perfs, quoi qu'il arrive. Donc c'est là où on reste un peu pas déconcerté, mais par exemple, ce brave Sylvain qu'on embrasse, que tu connais, Je t'embrasse, Sylvain. venait d'une époque de trader de dinosaures et aujourd'hui ne comprendrait plus rien à ce qui se passe en bourse. Oui, bon, après, tout dépend le métier qu'on fait, hein. Quand on est un investisseur fondamental, un investisseur classique, hein, qui regarde surtout des critères financiers, l'investissement, ça n'a pas tant changé que ça depuis 20 ou 30 ans. Bon, les valorisations ne sont pas exactement les mêmes, on a des nouveaux secteurs, mais à part ça, les règles du jeu n'ont pas beaucoup changé. Là où effectivement, quand on fait du trading beaucoup plus à court terme, avec l'arrivée du trading haute fréquence, hein, comme nous le racontait ce bon vieux Matteo le trader, effectivement les choses ont beaucoup changé. Beaucoup d'automatisation, etc., beaucoup d'algorithmes très performants et très compétitifs. Donc moi ce que je constate en fait, c'est que ce portefeuille il est assez intéressant dans le sens où il permet à des gens qui sont pas forcément familiers de la bourse de commencer à s'y intéresser, avec en plus le biais conspi par l'or et le biais très francophile ou plutôt franco-centré, et d'avoir des performances correctes. Mais si on veut vraiment performer, il y a pas d'autre choix que s'intéresser vraiment aux entreprises, évacuer éventuellement les pourris pour les remplacer par des meilleurs ou par des indices. Les indices, c'est souvent la meilleure chose à faire pour 90% des gens. Mais oui, on peut pas faire l'économie à un moment de vraiment s'intéresser à ce qui marche, parce que Charles Gave, il a une vision très quantitative. Que fait le prix, comment réagissent les prix les uns par rapport aux autres, mais quand on fait de l'investissement, on s'en fout du prix de l'action. Ce qu'on regarde, c'est surtout la valeur des fondamentaux, à savoir le chiffre d'affaires, la dette, la rentabilité, la profitabilité, etc. Mon cher Maurice, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur la partie défensive du portefeuille? Bien, mon cher Robert, brève remarque, qui est de dire que, évidemment, ce bon vieux Gave a certainement un biais en investissant sur la Chine, car de ce que j'ai compris, il y a longtemps vécu. Il a fait fortune à Shanghai. Et la Chine a connu cette croissance fulgurante pendant près de 2 décennies. Mais aujourd'hui, toutes les cartes sont rabattues. Ce qui explique d'ailleurs qu'il est un peu, pas retourné sa veste, mais qu'il ait décidé de se retirer du jeu avant qu'il soit trop tard, en sortant les marrons du feu, et qui se soit rabattu assez opportunément sur le yen. On fera peut-être un épisode, si on faisait un portefeuille du soleil levant, on pourra parler de la baisse du yen qu'il y a eu récemment. Et sinon, pour ce qui est de l'or, c'était une valeur refuge, bien sûr, qui, je crois, aujourd'hui atteint son plus haut sommet en termes C'est ça. de prix. Mais pareil, l'or, bon, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est bien en cas d'apocalypse pour échanger ça contre des vivres lorsqu'il n'y a plus de monnaie ou lorsque la Commission européenne aura fait tout passer en numérique et que vous serez directement saisi sur vos comptes titres et vos PEA. Ouais, moi je suis pas très fan de l'or dans un portefeuille, dans le sens où c'est un actif qui produit rien, donc il a l'avantage d'être décorrélé ou plutôt décorrélé des actions, donc ça permet à la limite lors des baisses d'avoir une poche à liquider pour racheter le marché. Mais le fait est que les baisses sont pas aussi fréquentes que ce qu'on aimerait, et que c'est un coup d'opportunité en fait. Et si un jour on parvient à synthétiser l'or, le prix s'effondrera d'un coup. Ouais, et même en plus de ça, l'or historiquement, il n'a pas non plus des performances de dingue. Si on prend par exemple les obligations court terme
en dollars sur les 80 dernières années, peut-être même un peu plus, en termes de perf, elles explosent totalement l'or. Et comme on disait dans un épisode il y a très longtemps, c'était peut-être l'épisode sur les ETF, je suis pas sûr, le cours de l'or il est assez corrélé à l'inflation, mais les dividendes du marché aussi. Donc à la limite, est-ce qu'on préfère pas juste posséder un actif qui s'apprécie fortement comme le marché au travers d'un ETF et qui en plus nous verse un peu un juteux dividende qui croît de la même façon que l'or. Certainement. Est-ce qu'on conclut du coup cet épisode, mon cher Maurice ? Ben écoute, l'épisode fait déjà plus de 45 minutes. Je pense que nous pouvons le conclure. L'esprit léger et le sens du devoir accompli. Et nous reviendrons très bientôt, je l'espère. Maintenant que nous avons ouvert la saison 4, il y aura de beaux épisodes en perspective, à n'en pas douter. Ah, et l'épisode sur les élections européennes, ça va être très rigolo. Ah oui. Peut-être qu'on le fera en 2 parties, hein, ça risque d'être long. On verra. Oh non, mais tu sais, les épisodes longs, nous avons des podcasts concurrents qui font des émissions de 2 heures, donc nous pouvons tranquillement enregistrer d'une traite avec ce bon vieux Scipion l'Africain qui se joignera à nous. Et peut-être une émission avec un invité qui était passé il y a quelques temps. Mystère. Ah, mystère, je suis curieux de savoir. Très bien. Eh bien, mon cher ami, si le portefeuille de Charles Gave, c'est bien, portefeuille du régime des actifs, c'est mieux. Et d'ailleurs, on fera sans doute d'autres émissions comme ça. N'hésitez pas à nous proposer des analyses de portefeuille à faire. Pas forcément des analyses de particuliers, plutôt des gens qui ont un peu de bouteille. C'est d'eux dont on peut apprendre le plus, je pense. Mais à terme, ça pourrait être rigolo, hein, on pourra se clasher. Voilà, Maurice analysera le portefeuille de Robert et inversement. Très bien. Très bien. Et sur ce, cher ami, je te claque à toi également une grosse bise. Grosse bise. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao. Avec mes juteux dividendes, les hommes se battent pour être dans mes agendas. Yeah. Les super profits font tourner les têtes. Les hommes me suivent comme des marionnettes. Ils viennent attirés par ma fougue et ma classe. Je repousse leurs limites, jamais je ne me le lasse. Oh yeah, juteux dividendes, c'est mon secret. Les hommes à court, j'en ai pas besoin de plus. Aucun ne peut résister à ce que je propose. Les super profits, ça les rend tout fous. Juteux dividendes, c'est mon secret. Les hommes à nous, j'en ai pas besoin de plus. Aucun ne peut résister à ce que je propose. Les super profits, ça les rend tout fous. Juteux dividendes, c'est mon secret. Les hommes à nous, j'en ai pas besoin de